Comme vous l'avez vu dans une de nos dernières vidéos, il y a un de nos pneus qui commence à montrer des signes inquiétants d'usure. Et dans cette vidéo, on va vous montrer la grosse connerie qu'on a faite en essayant de régler le problème et qui nous a fait prendre, sans même s'en rendre compte, de très gros risques sur les prochains jours. Et cette histoire, elle commence dans une gomeria, c'est comme ça qu'on appelle les magasins de pneus en Argentine, à un peu plus de 1000 km de notre objectif Ushuaia. On vient d'arriver dans la gomeria, là, le petit truc de gomeria. Alors j'ai montré au mec le pneu, mais en fait ouais, il m'a dit en fait ton pneu il est abîmé, là tout il a mis des trucs, là il est un peu abîmé, là il est un peu abîmé, et là c'est là où il était beaucoup abîmé. Donc en fait il y a quand même pas mal d'endroits où il est abîmé. Lui en fait il peut rien faire, il me dit je peux pas vulcaniser ou autre. Donc apparemment peut-être qu'on a les pneus, on roule avec des pneus, je vais me faire écraser, on roule peut-être avec des pneus un peu trop sous-gonflés. Et du coup ça les abîme. Bon, en réalité les fissures qu'on voit sur le pneu c'est pas si grave que ça. Ces pneus ont 10 plis et techniquement il n'y a que la première couche qui est abîmée. Là on voit bien qu'il y a la... Tu vois, il y a pas de truc. La plus grosse elle est là. Là je peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est juste craquelé comme ça. Tu vois, il y en a qui disaient vérifie ce qu'il y a à l'intérieur. Mais nous en fait c'est juste la première couche qui s'est fait un peu déchirer quoi. Après c'est sûr, hein, ceux-là ils commencent à avoir quand même pas mal de kilomètres, ils ont fait pas mal de kilomètres de piste. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est comme les autres pneus, comme ceux qui sont à l'avant, ils sont plutôt en bon état et que sur l'avant il n'y a quasiment pas de poids. On va mettre les pneus abîmés, on va mettre les pneus abîmés à l'avant et je pense que ça réglera déjà un peu le problème pour les prochains, au moins pour les prochains jours. Mon idée de mettre le pneu abîmé sur l'avant et donc au niveau de la direction, ça pour le coup, c'était peut-être pas la meilleure idée au monde. Car si le pneu explose, ça risque d'être très dangereux, mais à ce moment-là, pour nous, il n'y a aucune chance que ça arrive. Bon, c'est bon, on a fait nos petits changements de pneus, donc je vais les gonfler. Eux, il va falloir que je les regonfle parce que comme c'était ceux qui étaient à l'avant, ils étaient un peu moins gonflés. Et on va les gonfler peut-être un petit peu plus que ce qu'on avait l'habitude de les gonfler normalement. Mais j'ai pas envie non plus de trop les gonfler. En fait, on nous avait conseillé à la base de les laisser un tout petit peu sous-gonflés. Là, par exemple, nous, sur les indications de la voiture, ils disent pour l'arrière, quand c'est chargé, et nous, on est toujours chargé, il faut qu'on soit à 41 PCI. 41 PCI, ça doit faire ça fait 3 bars, je crois, à peu près. Un peu moins de 3 bars. Mais le truc, c'est que quand tu écoutes les mecs qui sont, par exemple, les pros des pneus, c'est sûr, le mec, il m'a dit, mais vas-y, gonfle-les à 50 ou 60 PCI, donc genre à 4 ou 5 bars. Mais c'est parce que lui, il pense que à la survie du pneu. Sauf que nous, quand on nous avait conseillé de les laisser un petit peu sous-gonflés, on nous avait dit que ça allait abîmer un peu les pneus, mais c'était pour sauvegarder le châssis le maximum possible. Donc c'est toujours pareil, il y a toujours, en fonction du spécialiste qu'on rencontre, c'est toujours un peu des choses différentes, mais là on va quand même les gonfler un petit peu plus. Là je suis à 25, 30, 35, ouais j'ai au moins monté à 40. Hein. Donc comme d'hab, j'ai mon le petit compresseur là qui est quand même bien pratique. Hein. Oh merde, j'arrête le compresseur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas... Là tu vois, je suis à 25, 30, 35, 40, allez, 40, on va mettre à 40. On va les gonfler un peu plus, on va les mettre à 40 là. 40, c'est 3 bars. Là, je les mets à 3 bars. Vous me direz si 3 bars, ça vous paraît déconnant. Et on va les surveiller parce que du coup, le mec, on a regardé les pneus des deux côtés et les pneus qui sont à l'avant, ils sont parfaits. Ils ont aucune coupure sur les pneus ou aucune fissure. Donc ceux-là, il nous a dit, mais eux, ils sont bien pendant encore un petit moment. Hein. Je pense qu'on va pas les changer. On va juste continuer à surveiller ceux qui sont à l'avant, mais qui du coup n'ont plus vraiment de pression. Et on va avancer un peu comme ça, on verra. Et ceux-là, bon, on les a un peu plus gonflés. Ça devrait être mieux. Allez, je continue tous mes pneus. A few moments later. Je viens de finir de regonfler tous les pneus. Et en fait, celui-là, là, le pneu où on avait eu les problèmes. Alors, je sais pas si c'est mon truc qui a bugué ou quoi, mais il était carrément sous-gonflé par rapport aux autres. Les autres. Alors ça c'est ceux qui étaient à l'arrière en plus, donc qui étaient normalement à presque 40, je crois que je les mettais à 37 PCI. Et lui, si j'ai bien lu, il était genre à 30, enfin il était vachement bas, je sais pas pourquoi. Donc on va peut-être surveiller, peut-être qu'il y a peut-être une petite fuite sur celui-là. Et du coup ça serait peut-être pour ça qu'il est autant abîmé celui-là. C'est qu'en fait il était vraiment sous-gonflé par rapport aux autres. Et c'est là que je fais la première grosse erreur. Car sur le moment, je m'en rends bien compte que ce pneu, il est vraiment sous-gonflé par rapport aux autres. Sachant que je dis qu'il est à 30 PCI, mais après avoir tourné la vidéo, j'ai revérifié et en fait, il était encore plus bas. Donc à ce moment-là, j'aurais dû me dire que ben oui, il y a un problème sur ce pneu, il y a sûrement une petite crevaison et il faut qu'on retourne à la gomeria pour réparer le problème. Sauf qu'à la place de faire ça, j'ai simplement regonflé le pneu et je me suis dit que je revérifierais ça plus tard.
On a donc repris la route avec notre pneu à moitié crevé et vous allez voir dans la suite de la vidéo qu'on a fait une autre connerie bien plus grave que ça. Mais nous, à ce moment-là, notre objectif, c'est tout simplement de rejoindre la ville de Puerto Deseado pour aller prendre un bateau. Bon allez, aujourd'hui ça va être une journée un peu spéciale parce qu'on va se prendre un petit bateau, là on va prendre une excursion avec ceux qui sont derrière pour aller visiter une île où il y a normalement plein de manchots, enfin plein d'animaux, ça va être super. Mais ce qui va être un petit peu particulier pour moi, c'est que bon, filmer devant des gens, j'ai quand même l'habitude maintenant, il pourrait y avoir 100 personnes devant moi, ça ne me dérangerait pas. Mais c'est vrai que généralement, c'est des gens qui parlent soit anglais, soit espagnol, donc ils ne comprennent pas ce que je dis. Sauf que là aujourd'hui, le tour qu'on va faire, alors c'était pas fait exprès, hein, mais le tour qu'on va faire, on va le faire avec un groupe de 18 personnes. Et sur les 18 personnes, il y a 18 Français. Et en plus, sur les 18 Français qu'il y a, donc en fait c'est 4 familles, c'est nous plus 4 familles. Et les 4 familles sont abonnées à la chaîne YouTube et donc ont l'habitude de regarder les vidéos. Donc ça va être un petit peu spécial pour moi de filmer devant des gens qui non seulement parlent la langue, mais en plus ont l'habitude un petit peu de regarder les vidéos. Et par contre, j'avais dit dans une vidéo que 70% des gens, ils n'avaient pas de 4x4 quand ils venaient en Amérique du Sud. Alors là, ce que j'avais dit, ça se confirme pas du tout. Parce que du coup, on a un camping-car, effectivement, quand même. Un camping-car, donc lui, il n'est pas 4x4. On a une Ambrine là-bas qui est derrière notre van. Donc nous, on est 4x4. On a eux qui ont un MAN. Et je savais même pas que les MAN, ça faisait des véhicules 4x4 comme ça. Donc eux, ils ont un MAN 4x4. Eux, on les a déjà vus, ils ont le Defender, donc eux aussi un 4x4. Donc ça fait déjà 3 4x4 vs juste un camping-car. Et ensuite, le dernier, le plus gros, et ben eux, c'est un gros camion et eux aussi, c'est 4x4. Donc là, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on est 4 véhicules 4x4 et un véhicule camping-car. Donc ça confirme pas du tout ce que je disais dans une ancienne vidéo où je disais que la plupart des gens étaient en camping-car, mais là, ça reste quand même assez exceptionnel. Et donc là, l'idée, ça va être de monter, on est 18 à monter dans la petite embarcation, là, dans les petites embarcations qu'il y a. On a donc embarqué dans notre petit bateau et dès les premières minutes, on a vu des animaux. Bon, on vient à peine de commencer, on a déjà vu plein de pingouins qu'il y a derrière, mais ça c'est simple. Et il y avait un dauphin de Patagonie, alors j'ai pas réussi à le filmer, peut-être on en reverra d'autres, mais en fait ils sont blancs et noirs, c'est assez marrant. Je vais essayer de voir si on en... Il est pas loin d'ici normalement. Alors j'ai malheureusement pas réussi à filmer ce premier dauphin, mais vous allez voir que je vais être beaucoup plus chanceux par la suite. Bon, on vient d'arriver sur l'île, sacrée expérience, le bateau quand même, on a vu plein de dauphins, ils étaient super beaux. Et là c'est marrant, ça fait vraiment comme si on arrivait sur une île où on est un peu les premiers à venir sur cette île. Et il y a plein de lions de mer, de lions de mer qui sont là-bas. Il y a des petits pingouins aussi à côté des lions de mer. Et par contre, truc un petit peu moins marrant, c'est que la guide elle disait il y a eu une grosse grippe aviaire, je sais pas si c'était cette année ou un peu avant. Et du coup, là, il y a des lions de mer et des bébés lions de mer qui sont un peu tout séchés, quoi. Et il y en a pas mal sur les rochers. Donc là, on va continuer. Je vais rejoindre le groupe et on va marcher un petit peu pour aller voir une colonie de manchots qui est apparemment un peu unique et qu'on peut voir que dans cette partie de l'Argentine. Sur la première partie de l'île, on a retrouvé les manchots de Magellan qu'on avait déjà eu la chance d'observer dans une autre vidéo. Mais si on est venu sur cette île, ce n'est pas pour eux. Bon, regardez, on s'est rapproché au plus près, là on les a trouvés. En fait, la colonie de manchots qu'on cherchait, c'est ceux-là. C'est ceux qui ont des genres de... Je sais pas si on peut vraiment dire ça, des moustaches. Et nous expliquer qu'eux, en fait, ils sont plutôt sur les rochers. C'est pour ça, en fait, que quand on est arrivé sur l'endroit un peu plus plat, ils n'étaient pas là. Ils viennent tous se mettre sur les rochers. Ouais, c'est assez impressionnant, ils sont marrants. Mais ils sont beaucoup plus calmes, par contre. Contrairement aux manchots de Magellan, où on a l'impression qu'eux, ils sont toujours en train de faire un peu des conneries ou de marcher et autres, et eux, depuis qu'on est devant eux, alors déjà, ils en ont rien à foutre, rien à faire qu'on soit là, ils nous regardent même pas, mais ils bougent pas d'un poil, ils sont comme s'ils étaient tous complètement fatigués, et ils sont très peu actifs. Là, regardez ça, si on regarde les autres images que j'avais avec les manchots de Magellan, ils sont quand même toujours en train de bouger, eux. Là, si je bouge pas, mais il n'y a personne qui bouge en fait. Alors cette espèce de manchot peut paraître un peu moins actif comme ça, mais vous allez voir qu'ils portent bien leur nom de manchots sauteurs. On a pu observer cette colonie pendant plusieurs heures, vivre leur vie de manchots, sauter de rocher en rocher, puis il était déjà temps de quitter cette île. C'est la fin de cette aventure sur cette île. Alors, avis un peu mitigé. Parce que on va peut-être pas s'en rendre compte en vidéo, mais l'espèce de manchot qu'on a vu, c'est quand même assez exceptionnel. Hein, il y a peu d'endroits dans le monde où on peut en voir. En plus, on était sur une île
où on était quand même le seul groupe. On est les 18 seules personnes de la journée qui vont venir sur cette île. Il n'y avait personne avec nous. Et il n'y a rien à dire des manchots, on en a vu plein. L'endroit est beau. Mais c'est vrai que peut-être on me l'avait trop vendu. Là, c'est le genre de truc où on me l'avait peut-être trop vendu. Et donc oui, c'est beau, on a vu plein de trucs. Mais, parce que c'est vrai que je n'ai pas encore parlé du prix, il faut savoir qu'on a payé quand même, nous avec Ambrine, on a payé 220 euros, pardon, pas dollars, même pas euros. Sachant que la sortie du coup c'est 1 heure de bateau. Là on a passé 4 heures sur l'île, on est resté au même endroit là où il y avait la colonie. Et là maintenant on reprend la direction des bateaux. Donc en fait oui c'était cool, on a vu, ils sont super mignons et tout, c'est beau. Je trouve que l'expérience reste quand même très chère. Après c'est sûr c'est difficile de donner un prix à une expérience comme ça. Et je pense que s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui sont passionnés de manchots, ils diront peut-être que je suis fou de dire ça parce qu'on a vu une espèce de manchot incroyablement rare. On avait même vu je crois dans des groupes de voyageurs quelqu'un qui disait que un des 3 meilleurs trucs qu'il a fait en Amérique du Sud c'était cette île. Et nous là clairement non, c'est cool, mais je veux dire comparé au Salar de Uyuni, enfin comparé à plein d'autres trucs, je sais même pas si cette île rentre dans le top 10 de ce qu'on a fait dans l'Amérique du Sud. Alors je sais pas si la guide m'a entendu dire ça et qu'elle s'est dit que non c'est pas possible, cette expérience doit faire partie de notre top 5 des choses qu'on a fait en Amérique du Sud, mais en quittant l'île, on s'est dirigé vers une autre île et là pour le coup, on a vraiment vu quelque chose d'incroyable. Putain, c'est ouf! Oh là là! Alors oui, vous ne rêvez pas, mais ce sont bien des centaines, voire des milliers de lions de mer qui s'amusent à nager et sauter autour du bateau. J'ai demandé à la guide pourquoi ils faisaient ça et si c'était une façon de défendre leurs îles, mais non, ce sont en fait des animaux très curieux et ils sont juste en train de jouer et de nous observer. Donc là ok, j'avoue que cette expérience pour le coup était vraiment incroyable à vivre, mais c'est pas terminé car juste avant d'arriver au port, une colonie de dauphins de Commerson, qu'on appelle aussi les dauphins de l'Antarctique, sont venus eux aussi jouer avec le bateau. Ces dauphins sont très facilement reconnaissables par leur couleur noire et blanche et sont beaucoup plus petits que les autres types de dauphins. Et pour les repérer, c'est assez simple, il suffit de tendre l'oreille. Bon allez, on se réveille. Alors on sent qu'on se rapproche de Ushuaia et qu'on se rapproche des zones venteuses. Mais là oui, les prochains jours, on va avoir pas mal de vent dans la région là, parce qu'on est bientôt, on s'en rend pas compte, mais quand on regarde sur une route là, on n'est plus très loin d'Ushuaia. Et aujourd'hui du coup, c'est toute la journée des rafales à 70 km/h. Sachant qu'en réalité, heureusement, on s'en sort pas trop mal parce que actuellement, à 500 ou 600 km de nous là, vers où on doit aller en fait, là où on doit être dans quelques jours, il y a des rafales à 130, 140 km/h. Donc c'est pour ça que là on va prendre encore un tout petit peu notre temps pour descendre. On va laisser passer la tempête, même si on sait que dans cette région de l'Argentine, il y en aura de toute manière tout le temps. Le lendemain, on a repris la route, accompagné par l'armée de terre, et je ne sais pas si la journée d'hier vous a fait oublier notre problème de pneus à moitié crevés, mais alors moi, totalement. Et c'est là la très grosse erreur qu'on va faire sur les prochains jours. J'aimerais vous rassurer en vous disant que dans la prochaine vidéo, on va réparer notre crevaison et régler le problème une bonne fois pour toutes, mais pas du tout, et vous allez voir qu'on peut faire plusieurs milliers de kilomètres avec un pneu à moitié crevé. Car pour le moment, nous, on continue notre chemin comme si de rien n'était. Bon, on vient tout juste d'arriver. Alors on n'a pas le droit de dormir dans le parc. Là on est au parc, comment il s'appelle? Parc national Bosque Petrificados. On n'a pas le droit de dormir dans le parc, il n'y a pas vraiment d'endroits spéciaux pour dormir, donc on s'est mis, on s'est vraiment mis sur le bord de la route. Genre on est vraiment au bord de la route, à 1 mètre de l'entrée du parc. Et il y a les guarda-parcs qui viennent juste de passer et qui nous ont rien dit, donc ça doit être autorisé. Et un conseil, faites gaffe si comme nous vous avez, ce genre là de poignée sécurité, là ce que j'appelais un peu la poignée de vieux. Parce que, un conseil, on a failli se faire avoir là, ne la fermez pas quand vous prenez des pistes où il y a beaucoup de sable. Parce que là, ce qui s'est arrivé, c'est que quand on est arrivé, c'est pas la première fois que ça nous arrive, hein, mais en gros, il y a tellement de sable qui était rentré que je pouvais plus faire rentrer la clé. Elle rentrait vraiment plus.
Donc heureusement on a mis un peu de DW40 pour faire sortir tout le sable et la poussière qu'il y avait dedans et ça a fonctionné. Mais c'est pas la première fois que ça nous arrive et là cette fois honnêtement il y a un moment où je me suis dit mince mais en fait on va pas y arriver. Parce que vraiment on a mis du DW40 et ça venait pas et en plus c'est des clés pas super... c'est pas non plus des clés super solides donc je pense que ça peut aller très vite de casser la clé. Et là je peux vous dire que si on est ici et qu'on casse la clé, on n'a aucun moyen pour l'ouvrir. Donc ouais, c'est petite sécurité en plus là, slash poignée de vieux. Franchement, c'est bien, mais je pense que dès que vous faites une route où il y a du sable et que ça va s'infiltrer de partout, le faites pas parce que c'est pas fait pour, hein, franchement. Je sens qu'on va se faire avoir avant la fin du voyage avec ces trucs. Bon, on vient de rentrer dans le parc avec les arbres pétrifiés. Alors déjà, vraiment cool ce parc parce que c'est gratuit. Et en vrai, ça commence un peu à être rare pour nous, j'ai l'impression, en Argentine. Mais c'est gratuit. On a eu un guarda-parc qui nous a fait un cours sur les arbres pétrifiés pendant une demi-heure, qui était super gentil, qui nous a fait toucher plein de trucs. Et évidemment, c'est un endroit un peu perdu, donc il n'y a personne, hein, là on est les seuls. Et là, on voit nos premiers arbres pétrifiés. Et moi, je pensais qu'on allait voir des petits bouts d'arbres ou des trucs comme ça. Mais en fait, non, c'est énorme. Là, celui-là, il fait 42 mètres de long. 42 mètres de long. Et on pourrait croire comme ça que c'est juste un arbre couché. Mais non, là, il est bien pétrifié. C'est bien de la pierre quand on touche. Il a quel âge, on a dit? 150 millions d'années? Ça fait 150 millions d'années qu'il est posé là. Donc non, je peux vous dire, c'est pas de l'arbre. Et Ambrine va nous expliquer le processus de pétrification des arbres. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que j'ai compris en espagnol. Donc apparemment c'est un processus qui a commencé il y a 150 millions d'années où ici il y a eu des éruptions volcaniques et en fait la cendre elle a recouvert les arbres et après en fait, alors en espagnol je crois que c'était silicium, enfin bref, on va dire que c'est de la pierre qui est rentrée en fait dans les rainures des arbres et en fait c'est comme ça qu'il y a eu le processus de pétrification. Et après, des millions d'années plus tard, il y a le vent en fait qui a enlevé toute la cendre des arbres et après ça a découvert les arbres pétrifiés. Bon, et dans ce parc, on a quand même le droit, le mec nous a fait toucher plein de trucs et on a le droit de toucher un peu les arbres là, qui sont sur le bord du sentier. Donc c'est marrant, hein, c'est vraiment... on touche vraiment de la pierre, ça a une apparence de bois, on pense vraiment que c'est du bois, mais en fait non, quand on le touche, on sent bien que c'est de la terre. Par contre, attention, vous amusez pas à en ramener chez vous, hein, c'est bien marqué que c'est formellement interdit, parce qu'en fait, il y en a plein, des petits bouts d'écorce qui sont par terre à côté des gros arbres, mais c'est bien marqué, ils nous ont bien expliqué que c'est formellement interdit d'en ramener. Et si jamais à la sortie du parc, vous vous faites contrôler et que vous en avez dans les poches et autres, on connaît des gens qui se sont fait fouiller les poches, il faut savoir que c'est une amende, et je crois que ça peut être des grosses amendes, et apparemment, ils peuvent même aller jusqu'à la saisie du véhicule, donc on rigole pas avec ça ici, et vraiment interdit de ramener des bouts d'arbres pétrifiés chez soi. Bon, c'est le grand moment. Pendant qu'on a fait la petite randonnée, j'ai fait une connerie. J'avais pas vu, mais j'ai laissé les phares allumés. Et évidemment, ça a flingué la batterie. Donc au moins, on va pouvoir voir enfin si ce truc fonctionne vraiment. Alors moi, il n'y a rien de spécial à faire, je pense. Juste qu'on fasse ça. J'espère que ça va marcher. Celui de Jimmy, ça avait marché. Donc là, normalement, c'est branché. Il n'y a rien à faire. Ouais, il me dit qu'il est correct. Tu es prêt, Ambrine? J'espère que ça marche. Hein. Oh, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Ça marche. Par contre, ça a utilisé. On était à 75. Alors peut-être on était plus trop. Et on est passé à 50. Ça a dû. C'est fou. Ouais, peut-être c'était faut qu'on la recharge par contre. Mais du coup, c'est bien. Ça fonctionne. C'est la première fois. Je suis trop content de l'avoir utilisé. On l'a pas acheté pour rien en vrai. On a ensuite repris la route, mais la suite, vous la découvrirez dans le prochain épisode, donc n'oubliez pas de vous abonner, et à la semaine prochaine, ciao!